Et bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui, et si on jouait les aventures du Pyro-Barbare et de Billy dans la corne des sables d'ivoire, écrit par Bob Lennon et David Kuhn. Si je ne m'abuse, c'est notre cinquième live sur cette œuvre, je crois que c'est le cinquième. Dans tous les cas, si vous me regardez sur YouTube, vous trouverez tous les épisodes précédents numérotés sur la miniature, et puis vous allez les avoir dans l'ordre dans la playlist Et si on lisait La corne des sables d'ivoire. De la même manière, si vous me suivez en rediffusion sur YouTube, vous aurez dans la description de la vidéo ainsi que dans la barre de lecture de la vidéo des timecodes qui vont vous permettre de suivre le chemin que nous aurons décidé de suivre tous ensemble, puisque je suis en live accompagné de plusieurs viewers. Coucou les viewers, coucou Lucie, coucou Chamas, coucou Geraxus. Vous allez m'aider à choisir quel sera notre parcours dans cette œuvre, dans ce livre dont vous êtes le héros en quelque sorte, dans cette aventure dont on est le Billy. On est sur la suite de l'acte 2 du coup. J'avais arrêté la dernière fois, je pense à peu près un moment central, même si en vrai c'est difficile à jauger. Et surtout, je m'étais arrêté lorsque nous avions terminé d'explorer un petit peu ce bazar dans la capitale de Géal, où nous avions fait la rencontre d'un mystérieux marchand, de Cuchom le gardien, de l'étranger sur sa caisse. Et donc on avait été parler un petit peu à tout le monde et ça nous avait donné des informations. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur la fiche personnage qui commence à être bien remplie. On a pas mal d'infos. On a pas mal de notes d'aventure, des lois qui vont nous servir si nous voulons aller au tribunal, des astuces techniques, mais aussi des pièces mécaniques a priori qui vont pouvoir nous servir si on décide d'aller faire la course au Scorpiodrome. Donc voilà, ce qui semble être un peu une espèce d'arène, un truc comme ça, une course de chars un peu différente, on va dire. Donc voilà, on a commencé à glaner des informations, à récupérer beaucoup de matos aussi quand même. On a pas mal d'objets dans nos poches. Maintenant, je pense qu'on arrive à peu près à un tournant. Je pense qu'on va à peu près arriver justement à ce fameux moment où on va devoir décider d'aller soit au tribunal, soit au Scorpiodrome. Au début, j'étais très décidé à aller au tribunal parce que je trouvais ça super original de faire ça dans un livre dont vous êtes le héros. C'est un truc dans les jeux de rôle, je trouve qu'on voit pas beaucoup, par exemple, d'aller vraiment étudier les lois et après de défendre son cas. Donc je trouvais ça assez intéressant. Et c'est vrai que plus on en a appris sur le Scorpiodrome, et plus je me suis dit que ça avait l'air d'être une course de chars un petit peu originale et un petit peu cool. Malheureusement, on va pouvoir ne faire que l'une de ces deux choses, a priori. Et je pense rester sur le tribunal. La fois dernière, vous étiez aussi plutôt pour qu'on aille sur le tribunal. Donc je pense qu'on va se tenir à cette décision d'aller voir ce qui se passe au tribunal. Mais je vous avoue qu'il y a de fortes chances que j'aille zioter un petit peu ce qui se serait passé si on était allé au Scorpiodrome, parce que ça avait l'air vachement fun aussi. Bien, du coup, comme je le disais, on avait fait un peu le tour de tous les personnages, de toutes les rencontres qu'il y avait à faire sur le bazar de Géal. Nous avons donc terminé, et une fois que nous avions terminé, on nous disait « Si vous pensez en avoir assez pour survivre au Scorpiodrome ou au tribunal, poursuivez vers votre destin en 226. » Donc c'est ce qu'on s'apprête à faire, et je me dis que là, on devrait pas tarder du coup à plonger dans cette nouvelle partie. Je sais pas si ça va nous changer d'acte tout de suite. Je sais pas si on va passer à l'acte 3, je pense pas. Mais en tout cas, clairement, on va passer sur un autre moment de la narration, quoi. Le récit va évoluer. Allez, bonne écoute à vous tous, que vous soyez en rediffusion ou en live. Et je vous reprends tout de suite parce que le paragraphe est tout petit. 226. Vos pérégrinations dans la capitale de Géal ont été aussi instructives que chronophages. Le temps file, et malgré votre récolte fructueuse, vous avez la conviction que cette ville et ses curieux habitants peuvent encore vous apprendre des choses utiles. Des choses qui pourraient bien vous sauver la vie.
Écoutez maintenant votre caractère. Si vous êtes guerrier, poursuivez votre quête en 23. Si vous êtes paysan, suivez votre instinct en 259. Si vous êtes débrouillard, flairez une piste en 434. Enfin, si vous êtes prudent, accordez-vous un instant en 220. Ah, bon bah apparemment on va avoir une information ultime, j'imagine, selon notre caractère. Donc nous sommes prudents, nous nous rendons en 220 sans plus attendre. 220. Le voyage, le meurtre affreux, votre arrestation et le flux d'informations commencent à vous ronger sérieusement l'esprit. Vous semblez cependant être le seul à réaliser la gravité de votre situation et l'étendue de votre naufrage. Le Krène-Lornien, lui, fait du lèche-vitrine devant les chopes d'un forgeron, aussi insouciant de son funeste avenir qu'un papillon volant trop près d'un feu. En même temps, c'est facile pour lui. Si jamais les Stians décident de vous exécuter tous les deux, votre ami aura largement les moyens de contester en leur faisant payer le prix fort en Vilaine. Pour vous, en revanche, c'est peine perdue. Autant vous passer la corde au cou et tirez vous-même. Vos tics nerveux reprennent à l'idée d'affronter le monstrueux Colisée ou le tribunal implacable, et vous déballez le contenu de votre sac en pleine rue pour ranger, cataloguer et imaginer toutes les magouilles possibles pour vous tirer de ce mauvais pas. Si je colle 4 gros miroirs sur mon visage, peut-être qu'ils croiront que c'est leur reflet. Non, mauvaise solution. Ou alors j'enlève mes vêtements et je me déguise en fontaine. Gamin, ça va? Vous demande le colosse en vous observant lister vos options pour la 4e fois. Une autoprise d'otage peut-être? Ou me cacher en prison? Ils penseront jamais à me chercher là. Non, mauvaise idée. Ah, fuir par le sud encore? Mais y a quoi au sud du sud? Ah, je sais. Si je commets un crime encore plus grave, le temps qu'il délibère sur ma nouvelle sentence, je pourrais... Eh, mais qu'est-ce que... Je vois le problème, annonce-t-il en remballant pêle-mêle vos affaires pour vous soulever du sol. Faut que t'apprennes à te détendre. Voyons voir. Ah, bah voilà. Tiens que ça m'a l'air parfait, ça. Prisonnier sur l'épaule du colosse, vous continuez de glapir quelques insultes paniquées avant de sentir un rideau de perles glisser sur votre visage. La puissante vapeur d'encens qui enveloppe la pièce crève instantanément l'abcès d'angoisse qui vous enserrait le cœur. Forcé malgré lui par l'odeur enivrante, un sourire béat s'accroche sur vos lèvres. Qu'est-ce qui se passe? On est où? Murmurez-vous alors qu'on vous dépose sur un coussin délicieusement moelleux. T'as besoin de te détendre, gamin. Je reviens le chercher dans 1 heure, ça ira, mademoiselle? Fait-il de loin? Tellement loin. D'autres échanges ont lieu, mais ce n'est que lorsqu'une seconde voix enchanteresse se porte à vos oreilles que vous quittez votre torpeur sucrée. Bienvenue au palais des 1001 mains. Vous ouvrez un peu plus les yeux et remarquez la chevelure blanche et la peau bleu nuit d'une splendide elfe noire penchée juste au-dessus de vous. Le souvenir de votre aventure précédente, où des elfes noirs faisaient partie des forces de votre ennemi Virilus, provoque un sursaut d'adrénaline, immédiatement écrasé par des pousseuses agiles qui massent onctueusement vos sourcils. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Murmurez-vous au prix d'un effort invraisemblable. Chut, détendez-vous. Les effets de l'encens de voile sens sont temporaires. Bientôt vos sens s'habitueront, répond la voix naturellement luxurieuse de l'elfe. Sans que vous vous en rendiez compte, votre tête est posée sur ses genoux et vous perdez presque connaissance au milieu des volutes épaisses qui tourbillonnent dans la salle. Après une éternité ou seulement quelques minutes, vous prenez une profonde inspiration et ouvrez totalement les yeux. Vous avez l'impression de renaître, comme purifié de toutes les pensées négatives qui vous hantaient il y a seulement quelques instants. Malheureusement, à leur mention, les dites pensées négatives mettent immédiatement fin à leurs vacances et reprennent fermement logement dans votre esprit. De retour parmi nous? Sourit la femme étrange avec un accent aussi anguleux que son visage. Je crois que oui. Merci, répondez-vous en acceptant la tasse de thé qu'elle vous tend. Goût myrtille. Ironie ou simple tradition culturelle? Vous optez pour la curiosité. Il est délicieux. Vous devez avoir du mal à vous procurer des myrtilles dans la région. Elles viennent du palais royal. Je les ai choisies car elles me rappellent mon pays. Ah, pensez-vous? Tradition culturelle, donc. Leur couleur est la même que celle de ma matriarche. Peut-être pas.
Vous formez une autre question, mais elle y répond avant que vous ne puissiez la poser. Exil. J'ai été contrainte de choisir une autre contrée que la mienne, et je me suis installée ici. Ah, et vous avez choisi le sultanat de Stia? Pourquoi? Facile. Il n'y a pas d'oiseaux dans ce pays, répond-elle avec un frisson. De plus, mes talents de masseuse peuvent s'exprimer pleinement ici. Mes clients sont riches, et leur corps n'a pas beaucoup de surface. À ce propos, votre ami était un crène-lorgnien, non? Le plus crène-lorgnien de tous, soupirez-vous. Désolé du dérangement. Oh, ne partez pas tout de suite. Vous êtes l'humain qui sera jugé demain? Si vous l'acceptez, je serai ravi de vous offrir un massage. C'est peut-être dû à l'exaltation d'interagir avec un homme condamné, ou à la chance de promouvoir son commerce, mais l'elfe noir semble frétiller à l'idée de vous proposer ses services. Il vous reste 3 bons quarts d'heure avant que le barbare ne revienne, et de toute évidence, ce n'est pas comme si vous pouviez trouver la solution à vos problèmes en claquant des doigts. Si vous avez la boîte de crayons, récompensez sa générosité commerciale en 317. Si vous avez obtenu la carte Gold, appréciez l'étendue de ses talents en 272. Si vous avez récupéré le bouclier à plumes, allez en 373. Si vous n'avez aucun de ces objets, profitez juste de l'instant en 157. Et là, on va avoir un problème parce qu'on a les 3 objets. Donc là, il va falloir choisir, je crois. On a une petite illustration de cet endroit euh, rempli d'encens, avec cet elfe du coup à la peau bleutée. Hop. C'est compliqué de vous montrer ça bien. Je sais pas si vous. En plus en noir et blanc, je sais pas si ça fait bien le focus avec la lumière, etc. Mais bon. J'adore la créativité du personnage, nous dit Geraxus. La créativité du personnage, tu parles du héros, de Billy? Hop. Moi j'aime beaucoup, franchement, je trouve que le texte dans son intégralité est quand même vachement imaginatif. Ouais, j'avoue que j'aime bien les petits délires de Bob Lennon et de David Kuhn, les auteurs. Il y a des trucs très très bien pensés et qui sont un peu originaux, quoi. Du coup, nous sommes dans une impasse. Parce que là, vous me dites si je me trompe, mais il ne me semble pas que la manière dont sont formulées les phrases nous indique plutôt de faire telle ou telle chose. On a juste écrit si vous avez la boîte de crayons, récompensez sa générosité commerciale en 317. Si vous avez obtenu la carte Gold, appréciez l'étendue de ses talents en 272. Si vous avez récupéré le bouclier à plumes, allez en 373. Je trouve qu'on nous guide pas forcément, enfin en tout cas on nous dit pas forcément que telle ou telle option est supérieure à telle ou telle option. Euh, on a récupéré l'ensemble des 3 objets. Je pense qu'on va peut-être faire un sondage pour le coup. On va peut-être faire un sondage pour le coup. Alors après, vous n'êtes pas nombreux dans le chat, donc vous pouvez juste l'écrire si vous le désirez. Je pense que ça suffira. Euh, je vais dire que moi, l'option qui me botte le moins, ce serait la carte Gold, parce que j'imagine que ça va juste être la payer en fait. Donc bon, j'imagine que la boîte de crayon, enfin j'imagine que la finalité avec la boîte de crayon et la finalité avec le bouclier à plumes seront un peu plus originales que la carte Gold. Donc voilà, j'ai pas de préférence, mais j'ai une petite envie, comment dire, envie moins importante. Genre, comment on dit l'inverse d'une préférence? J'ai pas de préférence, mais j'ai. Je saurais pas formuler ça. Bref, il y a un truc qui me tente un peu moins, qui serait la carte Gold. Mais franchement, je suis ouvert à tout. Et je pense que ça sera que des bonnes fins de toute manière. Donc n'hésitez pas sur le chat à me dire si vous voulez qu'on utilise la boîte de crayon, la carte Gold ou le bouclier à plumes. Je pense que je m'en remettrai à votre décision pour cette fois-ci. Et puis si personne n'a d'idée, eh bien je prendrai les décisions tout seul et na. Hop.
Bouclier à plumes pour Chamast, crayon pour Géraxus, bouclier pour Lucie. Alors à ce moment-là, on est parti sur le bouclier, je pense. On est parti sur le bouclier, je pense. Hop. Je me dis que le bouclier, ça va peut-être être, étonnant. À voir, à voir. Alors du coup, c'est en 373. Ouais, je me dis que ça risque d'être une option assez étonnante. Attendez, j'ai dit quoi? Ouais, 373. Hop. 373. En déposant votre équipement, l'éclat coloré des plumes attire l'œil de la masseuse qui s'exclame: Ce sont des vrais? Oui, sans aucun doute. Je peux les toucher? Ses doigts fins parcourent les barbes aux motifs impossibles et caressent leur duvet. Elle semble très impressionnée et vous regarde avec un œil nouveau. Vous devez être un guerrier formidable. Je comprends mieux pourquoi ce Krelnornien vous respecte autant. C'est tout un métier, vous savez. Pavanez-vous avant de frissonner. Je les ai obtenus dans la terrible jungle de Sigmar. Seuls les plus grands tueurs d'oiseaux peuvent en posséder de couleurs si différentes. Si nous étions aux voûtes du déclin, vous seriez promu au rang d'esclave auprès de la matriarche. J'imagine que c'est un grand honneur. Hésitez-vous en ne mentionnant pas les hordes d'elfes sauvages qui se sont fait exterminer par votre groupe? Si la pâleur surnaturelle de ces derniers contraste avec la peau nocturne de votre interlocutrice, vous préférez tout de même éviter un incident diplomatique entre votre espèce et la sienne. Vous êtes très courageux, ça ne fait aucun doute. Moi, en revanche, j'ai récemment acheté cette flûte capable de repousser tous les oiseaux dès que j'en ai eu l'occasion, annonce-t-elle fièrement. C'est un appôt, dites-vous en reconnaissant l'objet accroché au mur. Un quoi? C'est un appôt. Ça attire les oiseaux. On s'en sert pour les exécutions. La pauvre masseuse a l'air pétrifiée de terreur. Craignant qu'elle s'évanouisse dans vos bras, vous essayez de la calmer. Si vous voulez, je peux vous en débarrasser. Oui, s'il vous plaît, faites ça, et je saurai vous rendre l'appareil, s'exclame-t-elle en serrant ses bras contre sa poitrine. Ce maudit marchand avec son grand chapeau, il m'avait dit que nul volatile ne pouvait résister au son qu'il produisait. Vous ajoutez l'appôt à votre inventaire avant de recevoir un pré-massage sensuel digne des plus grands guerriers. Cet instant de douceur exotique aussi éphémère qu'agréable vous octroie un point d'habileté supplémentaire. Passez maintenant au massage principal en 157. Félicitations, vous avez débloqué le succès. J'ai couvert des guerres, vous savez. Cochez la case correspondante à la fin de cet ouvrage. Ok. Intéressant. Et oui, bah du coup oui, ça fait grave du sens, Chamast, que ce soit les plumes qui aient un impact. C'est vrai que j'avais pas saisi. Je dois pas être suffisamment bien réveillé pour voir ce genre de détails. Mais c'est vrai qu'elle nous avait parlé des oiseaux et du coup ça fait carrément sens, les plumes. Carrément. Et là, on gagne plein de choses, dites-moi, hein. J'ai l'impression que vraiment l'aventure est hyper généreuse par rapport au tome 1. Du coup, je suis vraiment très dubitatif sur ce qui va nous arriver après. Je me dis, si on nous donne autant de choses, peut-être que la suite s'avère difficile. Alors, on va noter tout ça sur notre fiche. Hop. Ouais, par contre, ouais. Peggy 18, en effet. Là, j'avoue que ça me fait un peu peur. Déjà, depuis qu'on est entré dans ce truc-là, ça parle de massage, etc. Bref, de manière un peu lascive, on va dire. Et déjà, ça me fait un peu peur. Mais là, de dire c'était le pré-massage, on va passer au massage principal, un massage sensuel, etc. Je commence à me dire oulala, où est-ce que tu vas, Bob, là? Tu vas pas me mettre dans la merde, quand même. Alors, encore une fois, c'est hyper généreux, cette aventure, même pas qu'en objet, parce que en points de caractéristiques, on n'en avait largement pas gagné autant après avoir fait tout le tome 1. Alors que là, on est encore qu'à l'acte 2 et on a déjà rempli nos cases d'habileté énormément, la chance aussi, l'endurance aussi, enfin, je suis très étonné. Donc le point d'habileté, c'est bon, et ensuite on a le succès. J'ai couvert des guerres, vous savez. Vraiment, le mec qui se la pète, c'est trop drôle.
Hop, j'ai couvert des guerres, vous savez. Et j'ai l'impression qu'en plus, par rapport au tome 1, également, on a déjà gagné beaucoup plus de succès. Je suis pas sûr de ça, mais il me semble qu'on a gagné beaucoup plus de succès. Enfin, je sais plus. Non, peut-être pas, parce qu'on en a quand même que 3. Mais je pense qu'à la fin du tome 1, on n'avait pas tant de succès que ça. Ah non, on a 4 succès déjà. Ouais, en vrai, on en a peut-être déjà plus que sur le tome 1. Ça me paraît très dingue, mais je me dis que c'est possible. Bon, bref, on verra. Mais des bips. Ouais, c'est ça. Faudrait que je mette une. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, j'ai jamais pensé en vrai. Ce serait peut-être une option. Mais il faudrait que je mette, tu sais, sur mon Stream Deck, un bouton qui me permet de faire de la censure en live, quoi. Qui me permet de biper en direct. Alors, du coup, on passe au massage principal. Bon, Bob, tu me fais pas ban de Twitch et de YouTube, hein, s'il te plaît. On est y part. « 157. L'instant d'après, vous êtes allongé sur une table, votre vertu préservée par un simple bout de tissu. Huilé de pied en cap, vous fermez les yeux et ressentez des milliers de mains qui viennent masser, pétrir et relaxer votre esprit meurtri. Malgré cette dérive délicieuse, vous maintenez le dialogue avec cette masseuse aussi bavarde que compétente. Quel délicieux tour du destin. Vous êtes mon deuxième client aujourd'hui, affirme-t-elle en vous malaxant le dos. Le premier n'était autre que le grand procunin Kaham, un nain très rigide, mais terriblement attirant. J'ai du mal à l'imaginer à ma place, bredouillez-vous. Et pourtant, c'est un habitué tout à fait charmant quand il accepte de se laisser connaître à contre-cœur. Il ne vous en veut pas personnellement, voyez-vous, explique-t-elle. Il déteste juste les étrangers comme nous. J'ai bien peur d'être plus qu'un étranger à ses yeux. Ah, c'est pour ça qu'il a demandé une session extra revigorante ce midi. Il avait l'air très remonté contre vous. Pourtant, vous êtes innocent. C'est flagrant. Vous le pensez ? Dites-vous avant de bafouiller. Enfin, oui, on est innocent. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Vous n'avez rien dans votre matériel qui pourrait causer les blessures qu'il a décrites. Croyez-en mon expertise étalée dans l'art de la torture. Retournez-vous. Vous vous exécutez en tenant fermement le torchon qui vous couvre. De plus, la victime a été vidée de son sang, et seule une embaumeuse ou une prêtresse avec le don du miroir a le droit de drainer le sang d'un homme mort. Je me demande quel goût ça a. De quelle loi s'agit-il ? Demandez-vous avec intérêt. La loi 269, je la connais bien. Je voulais être embaumeuse, mais ils ont pris tellement de temps à confirmer que j'étais bien féminine que j'ai ouvert ce salon en attendant. Les nains sont nuls en anatomie. Voilà, nous avons terminé. Vous glissez vos mains le long de votre peau aussi douce que celle d'un nouveau-né. L'elfe noir vous tourne le dos en rangeant son matériel. Quelle joie d'avoir pu toucher de la chair humaine. Cela faisait bien longtemps. Tout le plaisir était pour moi, remerciez-vous, en voyant le rideau de perles de l'entrée s'écarter sur le visage du barbare. Ah, je vois que vous avez fini. Le gamin a été sage ? Délicieux. Vous désirez un massage aussi ? Pas le temps, mademoiselle, répond-il en laissant traîner son regard sur elle. Et puis, je préfère mes muscles quand ils sont bien noueux. Allez, sape-toi, gamin, on se tire. N'hésitez pas à parler de moi demain avant de mourir. Les 1001 mains, lance joyeusement la belle créature dans votre dos. Le soleil s'est couché, mais la pénombre n'a pas encore envahi les rues. Le ciel cramoisi laisse peu à peu place au bleu sombre de la nuit. Ça t'a fait du bien ? Oui, merci. J'en avais drôlement besoin. Souriez-vous avec reconnaissance. T'as la tête que t'as quand t'as appris un truc. Vas-y, partage. Vous lui racontez votre bref passage au salon de massage, sans oublier l'anecdote croustillante du procunin ambigu. Le barbare éclate de rire. De ce que tu me dis, ça m'étonne pas qu'il se fasse masser la couenne dans le genre de lupanar. Mais elle disait qu'il supporte pas les étrangers. Les gens s'attachent plus facilement aux trucs qu'ils détestent qu'aux trucs qu'ils aiment. C'est classique. Profitez de la dernière rémanence d'une peau virginale
Et ne remarquez pas votre virage dans une ruelle sombre en 307. Non! Ça, c'est le genre de formulation qu'on n'aime pas voir dans un livre dont vous êtes le héros. Parce que ne remarquez pas votre virage dans une ruelle sombre. Bien sûr qu'on le remarque, bien sûr qu'en tant que lecteur, on est en mode wait, what? Ce n'est pas normal. Oh non, on va être dans une ruelle sombre, on va se faire tabasser par un groupe qui aura été dépêché à notre rencontre ou quoi que ce soit. Oh non, c'est terrible. C'est terrible. Ça va être dur. Je pense que là, le prochain chapitre va pas être cool. On va peut-être être même en combat, potentiellement. Mais bon. Sinon, ce passage chez la masseuse était très intéressant, je trouve. Parce que, déjà, comme nous dit Shamast, un grand philosophe, ce barbare. Et c'est quelque chose que j'aimais déjà beaucoup dans le tome 1. Mais dans le tome 2, je trouve que ça prend encore une autre dimension. Ça arrive beaucoup plus souvent. Que, en fait, le barbare, il est pas con. Il est pas du tout con, c'est pas juste une brute épaisse pleine de muscles. Il a une philosophie peut-être un peu différente de certaines personnes, mais il est capable de dire des choses qui, parfois de manière très sibylline, très simple, mais du coup très claire. Je trouve il est capable d'une grande sagacité quelquefois. C'est assez intéressant. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ce passage, c'est ce truc assez étonnant de voir Billy d'un seul coup pris de crise de panique presque et de ok, comment on va s'en sortir parce que là il m'arrive tellement des merdes et des merdes sans arrêt, et je trouve ça trop bien, trop bien de parler quelque part de la santé mentale d'un héros. Je trouve ça trop intéressant parce que en général dans les bouquins, les héros ils sont un peu, bon, pas toujours encore heureux, il y a des contre-exemples, mais c'est vrai que on a peut-être tendance à montrer majoritairement les héros un peu comme sans faille, un peu comme toujours vaillant, voilà. Et là, de le voir complètement pris de panique et ayant besoin de se détendre, je trouve ça marrant, je trouve ça bien vu et très intéressant. Et en plus, en effet, on a de la chance, Lucie, on a récupéré une loi, et ça fait grave plaisir. Du coup, ce qui est drôle aussi, c'est de voir que la loi, on nous la donne dans le parcours qu'on suit si notre caractère de personnage est un caractère... c'était pas débrouillard, c'était prudent. Donc, vraisemblablement, je pense quand même que Bob Lennon, en écrivant son bouquin, a considéré que si on allait au tribunal, on était plutôt un personnage prudent. Ou en tout cas que si on était un personnage prudent, on allait plutôt pas choisir le Scorpiodrome. J'ai l'impression qu'on peut un peu conclure cela. Bien, une nouvelle loi, c'est cool parce que, sauf erreur de ma part, on avait moins de lois que d'éléments pour le... Comment ? Que d'éléments pour le Scorpiodrome. Donc là, ça nous remet à égalité sur les deux options. La loi étant très bizarre, mais la loi étant... Seule une embaumeuse ou une prêtresse avec le don du miroir a le droit de drainer le sang d'un nain mort. Là, c'est une loi très précise, là, quand même. Hein. Alors, comment je fais rentrer ça là-dedans? Impossible. Hop. C'est pas trop faisable. Hein. Bon, ma fiche perso ressemble à rien, mais je fais au mieux. Hop. Nous poursuivons. Dans cette... ah oui, mais j'avais oublié. Avec tout ce passage de discussion, j'avais oublié qu'on était dans la merde. Non. Non, tout sauf ça. Oh là là. Ça fait trop peur. En plus, je m'étais fait la réflexion avant le live de me dire « Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de combat. C'est plutôt cool. »
Parce que j'avoue que moi, les combats, c'est pas ce que je préfère. Hop, ok. 307. L'instant de calme inhabituel et la conversation avec votre ami ont détourné votre attention suffisamment longtemps pour que vous le suiviez dans une ruelle sombre qu'il emprunte instinctivement. Heureusement, votre paranoïa chérie vous fait vite réaliser votre erreur et vous saisissez son poignet pour l'arrêter. À votre surprise, il s'immobilise immédiatement, mais lorsque vous tentez de le tirer dans l'autre sens, vous êtes arrêté par la vision d'une silhouette encapuchonnée qui se tient derrière vous. L'apparition bloque votre chemin de sortie et vous n'arrivez pas à distinguer son visage dans la pénombre grandissante. Vous essayez d'attirer l'attention de votre ami, mais celui-ci fixe une autre silhouette qui est apparue pendant que vous regardiez par-dessus votre épaule, bloquant cette fois l'autre côté de l'étroite ruelle. Lentement, les formes avancent d'un pas erratique. Vous murmurez « Ils sont plutôt grands pour des nains, non ?»« C'est parce que c'est pas des nains !» hurle votre ami en serrant son arme avant de charger droit dans le premier. « Pense pas, gamin. Cours !» Vous avez à peine le temps de vous retourner que l'autre silhouette se tient déjà devant vous. Aucune arme dans ses mains noires et luisantes. Vous levez les yeux sur son visage, désormais visible à cette distance, prête à interpréter ses intentions, voire négocier. Vos yeux ne se posent que sur du vide. Un trou impersonnel gîte à la place des traits de votre opposant. Pas d'yeux, pas de nez, pas de mimique, pas de sourire, ni même de rictus de haine. Aucune lecture envisageable, aucune négociation possible. Votre sang se glace alors que vous réalisez que rien ne pourra dissuader cette machine organique. Elle est mue par une volonté inconnue et exogène, un simple outil au service de votre mort. Sa tête sans visage s'approche doucement du vôtre, l'aspirant doucement à travers la crevasse non euclidienne qui ne sert qu'à fracturer votre raison. Pétrifié, une dernière fulgurance vous traverse l'esprit. Vous repensez aux lunes et à la créature sans existence qui se tient devant vous dans un silence psychique assourdissant. Son corps vous rappelle la texture de la lune noire de Véter et son crâne, celle éventrée de Meltia, qui s'élève doucement dans le ciel. Alors que votre esprit le quitte, votre corps hurle et repousse l'humanoïde de toutes ses forces. Il trébuche en arrière et commence à se relever inexorablement. Vous n'avez que quelques secondes pour fuir. Faites un jet de chance, mais en lançant 2 dés au lieu d'un. Si la valeur cumulée des 2 dés est inférieure à votre montant de chance, vous réussissez en 473. Sinon, allez en 237. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Un G2D un peu particulier et des opposants un peu particuliers aussi. Très bizarre. Ok. Ok. Je sais pas, la scène elle m'a fait penser à... Enfin, elle m'a donné l'impression qu'on était contre un détraqueur. Un détraqueur de l'univers d'Harry Potter, quoi. Alors, les jets de chance, je suis plus sûr exactement de comment ça fonctionne, désolé. Je regarde ça vite fait. Donc, on lance un dé. Si le montant obtenu est inférieur ou égal à votre chance actuelle, on réussit. Sinon, c'est un échec. Ok. Et dès qu'on utilise notre chance, on réduit notre montant total. Très bien. Mais du coup, ici, on doit faire lancer 2 dés. Si la valeur cumulée des 2 dés est inférieure à votre montant de chance, vous réussissez. Ah, donc c'est pas comme d'habitude, là. Ah si, c'est ça. Ok, pardon. C'est bien ça. Ah, c'est bien ça. Mais du coup, vu qu'on fait 2 dés, ça veut dire que même si on a beaucoup de chance, ce qui est notre cas, on peut quand même rater. Ah, donc en fait, les chances sont relativement faibles qu'on réussisse. Parce que là, on a 7 points de chance. Habituellement, on en a potentiellement 12. Enfin, on peut aller jusqu'à 12. Mais là, ça suffira pas. Ok. Alors, je vais procéder au lancer. Comme la dernière fois. J'attends votre signal. Que l'un de vous dans le chat me dise stop, sinon je vous casse les oreilles à l'infini. Check, 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 tout, check, 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 tout. Lucie a choisi. Et, alors, je sais pas si j'arrive à vous montrer.
J'ai pas envie de tricher, j'ai envie de vous montrer que je ne triche pas. On est sur un 3 plus 1. Je sais pas si on voit bien avec la lumière et tout ça et l'angle. Bref, on est sur un 3 plus 1. On est sur un 3 plus 1. Je sais vraiment pas comment faire les jets de dés, hein. Parce que j'aurais toujours l'option de faire ça, mais il faut que je recheck le keylight pour pas qu'on voit. Et puis en même temps, vu que j'ai participé au crowdfunding et que j'ai les dés, ça me fait chier d'utiliser un dé virtuel. Mais bon, bref. On est à 4. Pour réussir le jet, il fallait qu'on soit à une valeur inférieure. C'est ça. À notre montant de chance qui était 7. Donc nous avons réussi notre jet. Et ça, c'est cool. Par contre, sur la fiche personnage, je dois nous passer à 6 en chance, du coup. Voilà. Cool. J'aime bien le fait qu'on ait réussi, je vous avoue. Alors... J'ai l'impression qu'on a un peu cheaté, j'ai l'impression qu'on a vraiment beaucoup de chance. Je sais pas, on a peut-être réussi à faire des choses durant l'aventure qui nous ont rendus un peu trop forts. Je sais pas trop. Mais on va pas s'en plaindre. Ah oui, merci Lucie. C'est grâce à ton stop, c'est toi qui as décidé le destin. Allez, on poursuit. 473. La créature se relève pendant que vous essayez d'ouvrir toutes les portes qui donnent sur la ruelle. Par chance, l'une d'entre elles cède sous votre acharnement et vous vous engouffrez dans une maison. Celle-ci n'a pas l'air habitée, mais les lumières murales où reposent des djinns de feu se mettent à danser et à illuminer l'endroit. La silhouette sans visage pénètre à son tour dans le bâtiment, suivie par 3 autres. Vous analysez rapidement la situation. Cligner des yeux les fait avancer plus vite vers vous, mais leur vitesse normale n'est pas à sous-estimer. Leur corps d'apparence humanoïde ne semble pas avoir de soucis de jointure, à en juger par la manière erratique et grotesque avec laquelle ils se déplacent inexorablement vers vous. Leur intelligence est limitée, puisqu'ils se contentent de vous suivre autour d'une grande table sans faire l'effort de vous contourner ou de sauter par-dessus. C'est comme s'ils suivaient le chemin le plus simple. Le PB, inquiet de votre disparition, déboule dans la pièce les yeux injectés de sang. Son regard s'éclaire de soulagement quand il aperçoit votre farandole saugrenue autour de la table. Malgré le bruit de son entrée, les créatures continuent de vous suivre, menaçantes. Elles sont complètement absorbées par votre présence et ne tiennent pas compte une seule seconde de celle du barbare. « Mets-toi contre ce mur, bouge plus !» hurlez-vous dans sa direction avant de vous ruer vers lui. Vous vous plaquez contre son dos tandis qu'il s'immobilise par réflexe. Au moment où vous glissez entre le mur et le géant, le groupe se met à regarder partout, l'air perdu. À leurs yeux, vous vous êtes volatilisé. Votre ami agit comme un mur d'invisibilité. C'est la seule explication valable pour justifier l'aveuglement soudain de vos assaillants. Votre plan fonctionne, mais combien de temps allez-vous poireauter ainsi ? Heureusement, après une courte éternité à errer dans la pièce, les monstres finissent par retourner dans la rue et s'éloigner de nouveau. De votre cachette musclée, vous affirmez « Tu sais ce que sont ces choses ? Ce n'est pas une question. »« J'en sais assez, mais c'est pas le moment de traîner, gamin, » souffle-t-il. Vous hochez la tête et quittez le quartier discrètement en ne vous décollant pas de votre ami. Les lumières d'une grande avenue vous éblouissent momentanément, mais vous n'osez pas cligner des yeux de peur de voir réapparaître une de ces marionnettes au visage creux. Allez en 116. Waouh, ok. Ok, les créatures sont un peu violentes. Mais comme souvent, j'ai envie de dire dans les jeux de rôle, mais un peu dans n'importe quelle situation en fait. Elles ont un point faible, et ce point faible me fait vachement penser à des créatures... Enfin, leur manière de fonctionner plutôt, me fait vachement penser à des créatures dont on entend parler dans des histoires d'horreur, dans des jeux vidéo d'horreur, dans un épisode de Doctor Who, si je ne dis pas de bêtises. Je suis pas connaisseur du tout de l'univers de Doctor Who, mais je sais que ça existe. Ces créatures-là. C'est-à-dire, vous savez, le fameux principe de tant que tu les regardes pas, elles bougent pas, et quand tu les regardes,
elles te... Non, c'est l'inverse. Tant que tu les regardes, elles bougent pas. Et quand tu fermes les yeux, elles te foncent dessus. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu sur ce principe-là. Sauf que en plus, quand tu les regardes, elles se déplacent quand même un petit peu. Donc bon, elles sont vraiment dangereuses. Mais avec cette... ok. Avec ce point faible de... Tu disparais à leur vision et elles sont plus capables de comprendre où tu te trouves. C'est marrant. C'est marrant. Et du coup, le... Tu sais ce que sont ces choses, ce n'est pas une question. Ok. Ok. Comment ça se fait que Billy comprenne comme ça instinctivement que le pyro-barbare cache quelque chose? Je me demande vachement où est-ce que ça va cette histoire. 116. La nuit tombée laisse éclore son lot d'habitués. Lézards furtifs à la recherche d'eau, futurs ivrognes et insectes en quête de lumière. Celle qui émane des fenêtres environnantes laisse entrevoir plusieurs vies. Ici, une famille qui profite de son repas. Là, un artisan solitaire qui œuvrera jusqu'au lever du jour. Ou encore un couple qui aurait dû garder la lumière éteinte. Une veillée paisible, somme toute, si l'on nommait bien sûr les abominations au visage absent qui rôdent aussi silencieusement que des paupières fermées. Adossé à un grand mur de pierre, le pyro-barbare vous laisse respirer une seconde. Ici, on sera bien. Ils peuvent venir que d'un côté. Accouche, lui soufflez-vous. Des creux, dit-il en remuant à peine les lèvres. Des saloperies sans nom et sans tronche. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Des creux? Qu'est-ce qu'ils foutent dans cette ville? Aucune idée. Fanta, lui, il saurait. Il savait toujours tout, murmure-t-il avant d'ajouter. Ces saletés bossent pour le dieu gris, l'ennemi juré de Zarkhan. Véter? Mais je croyais que les autres dieux le tenaient en respect. Il est plus malin que ça. Il crée des machins dégueulasses et les envoie à la baston à sa place. C'est dur à expliquer. C'est... hésite-t-il avant d'essayer quand même. Nous, en Krenlorn, on vénère pas les autres dieux. On sait qu'ils existent, mais le plus fort c'est Zarkhan, donc on s'arrête à lui. Mais de temps en temps, on leur sacrifie quand même un petit truc. Une versée de gnôle pour Edir, une arme pour Atela, une séance de muscu pour Moutra. Ils en demandent pas plus, tu vois. Hochez-vous de la tête en vous demandant ce que penseraient les églises respectives de ces offrandes maladroites, mais bien intentionnées. Remarque, si Krenlorn existe toujours, c'est que les dieux s'en contentent, ou qu'ils ont compris que les peuples du Nord sont imperméables à toute pédagogie qui n'implique pas une main dans la gueule. Mais Véter... Véter, c'est encore autre chose. Ce dieu-là, il veut rien. Ou l'inverse, il veut tout. Ta tête, ton visage, ta vie, tes actes. Le seul truc qui l'intéresse, c'est que plein d'humains crèvent. C'est pour ça que, quand tu vois un creux, faut l'attaquer à vue. Si ça tenait qu'à lui, on finirait tous comme eux, termine-t-il avant de cracher sur le sol. Moins que des esclaves. Vous enfouissez l'envie de vomir qui ressurgit en même temps que le souvenir des êtres dépourvus d'âme. Vous déglutissez péniblement en regardant la lune noire s'élever dans le ciel aux côtés de sa grande jumelle éventrée. Difficile de ne pas comparer sa texture frémissante avec celle de vos assaillants. Si les nains craignent de perdre leur reflet, vous craignez simplement de ne plus reconnaître le vôtre. Il est temps de chercher refuge pour la nuit. Si votre sortie de prison s'est faite grâce aux nains incariâtres, allez en 295. Si c'est au prêtre tortu que vous devez votre liberté, allez en 380. Alors du coup, voilà, on a la représentation de cette lune éventrée et de cette lune noire. Je crois que c'était des représentations qu'on voyait déjà dans le tome 1, ça, pour le coup. Attendez, je vais essayer de regarder, tiens. Il me semble, hein. Ça me dit quelque chose, en tout cas. Ça va être difficile à trouver comme ça, je vous avoue, mais... Bon. J'ai pas croisé de dessin qui représentait la même chose, mais il me semble que c'était déjà dans le tome 1. De toute façon, à la vue... Enfin, au vu de ce que je viens de vous lire, je pense que ça a déjà été évoqué dans le tome 1. Parce que ça ressemble à... Ça ressemble à des souvenirs, quoi. Bref, ça me parle en tout cas. Hop.
Peut-être que c'est un peu, le fil rouge de toute la série. Peut-être que c'est, la trame de fond, qui s'installe, au fur et à mesure des tomes jusqu'à, trouver son apogée dans le tome 7 parce que Bob Lennon a déjà, de nombreuses fois communiqué sur le fait que son ses aventures de Billy et du Pierrot Barbare étaient prévues pour être faits en 7 tomes. Ensuite, à chaque fois qu'on a le choix, à chaque fois qu'on a un choix qui s'impose selon qu'on ait rencontré le nain acariâtre ou le prêtre tortue, je suis trop triste parce que j'avoue que j'aurais trop kiffé rencontrer le prêtre tortue. Ça a l'air trop cool comme concept. Mais bon, Kazan ou Kazin, je sais plus déjà son prénom. Kazin, je crois. Le nain acariâtre était sympa aussi. Mais j'aurais été curieux de faire la connaissance de la tortue. Bref, allons-y, let's go. Pum, pum, pum. On y est, on y est, on y est. 295. Le sang-fleuve. Une taverne aux pierres noircies par le temps et la crasse. Un endroit aussi animé que les parias désabusés qui l'occupent. Les lampes qui l'éclairent luisent d'une rougeur suspecte causée par des djinns de feu exténués. Tout au fond de la salle, vous apercevez Kazin, fils de Tazin, fils de Fazin. Ce dernier fait tout pour alimenter les braises de sa hargne à grande goulée, sans doute pour repousser la mémoire de ses illustres ancêtres et du spectacle déshonorant qu'il leur impose. Seul à une table, il ne lève pas le nez lorsque vous le rejoignez, obnubilé par son reflet déformé qui le juge du fond de sa chope. « Je pensais que vous me joindriez plus tôt, » murmure-t-il. « Êtes-vous préparé pour demain ?»« Pas autant que toi, » chuchote le PB en observant les nombreuses chopines vides sur la table. « Plus ou moins. L'une des dames que vous nous avez recommandées a accepté... Pardon. Plus ou moins. L'une des dames que vous nous avez recommandées a accepté de nous aider, et on a trouvé des trucs qui seront utiles. Enfin, peut-être, répondez-vous. N'en dis pas plus. L'espoir est un poison qui tue plus insidieusement qu'une déception certaine, grogne-t-il avant de fermer les yeux et de prendre une grande inspiration. J'ai déjà accepté mon sort, mais toi, tu dois vaincre ce destin, jeune Billy. Le gamin vaincra. Il a déjà vu pire, acquiesce votre ami. Pas plus tard que ce soir, d'ailleurs, soupirez-vous. Cette dernière remarque intrigue votre compagnon. Vous prenez un instant pour lui conter l'absurde rencontre avec les creux pendant que le barbare va chercher un plateau repas. Impossible, ronchonne-t-il en se caressant la barbe. Je n'ai jamais aperçu de tels êtres, mais la sensation que tu décris, elle m'est familière. Aucune chance. Je vous assure qu'entre ce que je vous ai dit et la réalité, vous n'obtenez aucune réponse. Kazin ? Le nain abat son poing sur la table, faisant rouler les chopes vides qui s'écrasent sur le sol. « Je la connais, car elle est partagée par tous ceux qui n'ont aucun reflet !» crie-t-il, avant de réaliser que toute la salle le regarde et de se rasseoir. « Mais vous, il vous en reste un, non ?» murmurez-vous en vous rapprochant doucement de lui. « Ce n'est pas le mien, » ajoute sombrement Kazin. « Vois, jeune Billy, vois comme mon verre est tenté par un reflet. Celui de mon père. » Vous contemplez avec lui la réflexion vacillante de son visage renfrogné, de ses sourcils accusateurs et de la désapprobation dans son regard. Le bois de la chope grince légèrement sous la poigne du nain destitué avant que le contenant ne soit vidé d'un seul trait. Vous ne savez pas quoi lui dire et préférez reprendre votre place initiale autour de la table. Et vous, que dirait votre grand-père en vous voyant ? Vous reconnaîtrait-il seulement ? Ou peut-être que, parce que vos aventures vous ont changé, il vous reconnaîtrait enfin. Heureusement, l'instant est interrompu par votre ami qui revient avec une serveuse au teint légèrement outré. « Je rapporte la bouffe, mais elle voulait pas que je touche à la flotte. Du coup, je l'ai fait me suivre. Vous prenez quoi ?» Si la politesse ne l'étouffe pas, cette naine se comporte correctement avec vous. Avec Kazin, en revanche, elle ne cesse de le rabaisser et de l'humilier verbalement. Le fait que Kazin ait été servi plusieurs fois témoigne de sa patience, même si vous le voyez serrer des dents.
Impuissant, il est dépendant de la mégère pour se faire servir, et celle-ci abuse de son privilège avec la plus grande viciosité verbale. Quand elle daigne enfin lui offrir une autre lampée, le visage du crâne lorgnien est aussi sombre que le vôtre. Si vous souhaitez apprendre l'humilité à cette naine abusive, lavez littéralement l'affront que subit votre compagnon en 322. Si vous préférez attendre qu'elle parte sans causer une scène, prenez votre repas en silence et regagnez 5 points de vie en vous allongeant sur une paillasse sale en 289. Ah. Hmm. Hmm. Le dilemme est pas mal là. Le dilemme est pas mal. Si on regagne 5 points de vie, ça nous sert à rien. Parce que je crois qu'on est au maximum de points de vie qu'on peut posséder. Ouais, non, on est à 6 sur 7. Donc on est quasiment au maximum de points de vie qu'on peut avoir. Donc regagner 5 points de vie, déjà, ça nous sert à rien. Du coup, est-ce que on prend le risque de foutre un peu le bordel et peut-être une baston générale, en effet. Mais en même temps, on défend un peu l'honneur de notre ami. Mais en même temps, si demain on va au tribunal, est-ce que c'est le bon plan? Je sais pas. Et en même temps, encore une fois, je vous rappelle qu'il y a une forte dimension culturelle, des mœurs, etc. Que sur notre fiche personnage, on a le respect et la rancune. Alors pour le moment, on a plus de respect que de rancune. Donc peut-être que ça serait pas hyper grave. Peut-être que ce serait pas hyper grave de prendre part à quelque chose. Je ne sais pas quoi. On perdrait peut-être qu'un point de rancune ou deux, peut-être. Je pense pas plus, quand même. Nota bene, on est prudent. C'est sûr qu'on est prudent. C'est sûr qu'on est prudent. Après, on est à 6 en chance. On peut encore éviter complètement un combat grâce à notre chance, normalement. Parce que moi, quand même, le Casin, je le trouve intéressant aussi comme personnage. Certes, le prêtre tortue m'aurait beaucoup botté, je pense. Mais c'est vrai que Casin, il est quand même intéressant comme personnage. Et là, je trouve ça vachement fort et vachement intéressant aussi. L'idée que dans la culture du désert de Stia, des nains qui habitent à Stia, il y a ce truc, ce rapport au reflet qui est ultra important. Et là, d'avoir Casin qui est torturé, qui est un peu mis à part de la société, un peu mis sur le banc de la société, et qui apparemment se bat avec le reflet de son père, je trouve ça ultra intéressant. Ultra intéressant. Et je peux avoir un peu d'empathie pour lui, quoi. Si vous souhaitez apprendre l'humilité à cette naine abusive, lavez littéralement l'affront que subit votre compagnon. Le truc, c'est laver littéralement l'affront. Ça me fait super peur, la manière dont c'est formulé, j'avoue. Parce que je me dis qu'on va passer à la baston, clairement. Parce que laver littéralement l'affront, ça fait hyper violent comme tournure de phrase, je trouve. Ah, en vrai, je pense que j'ai quand même envie de laver son honneur pour le coup. Je pense que j'ai quand même envie de me positionner pour lui. Il a toujours été sympa avec nous depuis le début. On a toujours été sympa avec lui. Et globalement, on va aller au tribunal avec lui. Donc globalement, je pense que c'est peut-être pas mal de l'avoir en ami. De le maintenir en ami, de le maintenir en bonne condition, on va dire. En bonne relation avec nous. Peut-être qu'au tribunal, ça va nous servir, je sais pas. Bon allez, je prends la décision pour le coup. Parce que là, j'ai vraiment une grosse préférence personnelle. Et du coup, je vois ce que ça fait. Voilà, j'ai déjà vu quelles conséquences ça allait avoir. Je vous laisse découvrir. 322. Vous n'imaginez même pas l'ampleur des insultes que Casin a dû subir si elles sont à la hauteur de l'extrait auquel vous venez d'assister. Maudits soient ces nains et leurs coutumes sordides. Tout ça pour un vulgaire bout de tissu.
Malgré son tempérament colérique et son ton bourru, Kazan n'a agi qu'honorablement, vous aidant à la moindre opportunité sans jamais rien demander en retour, allant même jusqu'à risquer d'écourter sa vie miséreuse pour vous donner une chance de prolonger la vôtre. Ils aiment les règles? Très bien. Mais il est temps de leur apprendre qu'elles sont à double tranchant, à l'inverse de leur sabre. De l'eau? Demandez-vous à la serveuse qui vous sert automatiquement. Une fois rempli à ras-bord, vous lui jetez votre verre au visage. Oh damn, c'est pas cool du tout. De l'eau, recommencez-vous en agitant le récipient sous son nez. Mais comment osez-vous? Commence-t-elle à crier. J'ai soif, hurlez-vous avant de reprendre d'une voix calme. De l'eau. Tremblante de rage, la serveuse cherche une autre naine autour d'elle pour se soustraire à votre présence, mais aucun regard ne vient la soutenir. Les autres occupants de cette taverne miteuse ont déjà bien assez de problèmes pour ne pas irriter un étranger en attente de jugement pour meurtre, surtout quand il est accompagné par son zar. De l'eau, détaillez-vous, plus insistant cette fois. Nédira vous le fera payer, vous mourrez 1000 morts. Une suffira, répondez-vous en buvant la moitié de votre verre et en versant le reste sur sa tête. Elle accepte le liquide, votre déesse? Trempée, congédiée et profondément humiliée, la mégère piétine violemment le sol en regagnant les cuisines. Depuis votre table, vous l'entendez sangloter, aussi impuissante que le nain qu'elle s'amusait à harceler. Bien fait pour elle. En RNR, on se serre les coudes, répondez-vous au regard interdit que vous lance Kazan. C'est le seul moyen qu'on a pour survivre. Je ne connais pas cette expression, mais je vous remercie d'avoir bravé la tempête pour moi. T'as vu ça, gamin? Tous leurs dictons, c'est des trucs du désert, blague le barbare. Te moque pas, ils n'ont pas grand-chose d'autre dans la région. Souriez-vous en donnant une petite tape sur l'épaule du nain. Le choc culturel qui lui a fait lever les sourcils se dissipe rapidement, laissant la place à son expression habituellement renfrognée. Il grommelle, néanmoins sa barbe est fendue par un minuscule sourire. Vous décidez d'en rester là et de profiter de votre repas sans faire plus d'histoire. Gagnez 1 point de rancune et regagnez 4 points de vie en vous couchant sur une paillasse sale en 289. Ouf. Ah bah tu vois, moi, Shama, j'aurais pas dit que c'était trop badass. Moi, je trouve pas ça badass du tout. Je trouve ça grave pas cool. Je trouve ça grave pas cool. En vrai, je me suis senti mal à l'aise de fou en lisant ce chapitre, enfin, ce paragraphe. Je trouve ça tellement pas cool de faire ce qu'il a fait, Billy. Mais bon, Billy, c'est nous, hein. Mais j'aime tellement pas sa manière d'avoir géré le problème. Ah, j'aime pas du tout. Je me sens pas bien, là. J'aime pas du tout ce qui vient de se passer. Même pour défendre l'honneur de quelqu'un, enfin bon. Entre des insultes... Alors, je dis pas que les insultes, c'est cool, hein. Mais entre des insultes et jeter un verre au visage, verser de l'eau sur quelqu'un en lui parlant super mal, alors qu'en plus, tu sais très bien que dans leur culture, le rapport à l'eau et au reflet est ultra important. Moi, j'ai trouvé ça vraiment craignos, ouais. J'ai trouvé ça vraiment craignos. J'ai pas aimé du tout. Bon, bah voilà, je pensais pas qu'on pouvait tourner comme ça, en fait. Je pouvais pas qu'on pouvait avoir une attitude détestable, entre guillemets, et moi je trouve que c'est une attitude assez détestable, là, qu'on vient d'avoir. Je suis un peu déçu, du coup. Mais bon, on a fait un choix, on a gagné 1 point de rancune, on a regagné tous nos points de vie. Attendez, je vérifie que j'ai bien tout noté. Ouais, c'est bon. Donc on a fait tout ce qu'on avait à faire, on a pris la défense de Kazan. J'espère que dans un chapitre futur, au moins, il y aura peut-être une mention à cet épisode et que Kazan nous dira ah, vous m'avez défendu, alors je vous défends. Mais j'avoue que je suis un peu déçu, là. Je me sens pas bien qu'on se soit comporté comme ça. Ça sert à quoi les points de rancune? Alors, Lucie, en gros, t'as des points de rancune sur la fiche. T'as des points de rancune et des points de respect. Nous, on en avait déjà gagné un. On avait déjà gagné 1 point de respect, on avait déjà gagné 1 point de rancune. Enfin, non, on a gagné 1 point de rancune à l'instant.
Et en fait, c'est des mécaniques de jeu qui vont servir, je pense, à des moments précis. J'imagine qu'à certains paragraphes, ils vont nous dire si vous avez autant de rancune, si vous avez autant de respect. J'imagine. Peut-être même au tribunal d'ailleurs. Peut-être que là, ouais, peut-être que là, on s'est tiré une balle dans le pied pour le tribunal. Parce que peut-être qu'au tribunal, à un moment, ils vont dire si vous avez beaucoup de rancune, vous êtes dans la merde. Je sais pas. Et sinon, ça ajoute aussi une autre mécanique qui est. Alors, où est-ce que c'était J'essaie de retrouver, excusez-moi. Les règles sont vraiment trop longues, je trouve, mais bon. Enfin, pas forcément trop longues, mais pas giga bien organisées, je trouve. Les points de respect et les points de rancune sont deux indicateurs complémentaires liés à l'opinion de votre personnage sur la culture du sultanat de Stia. Cette dernière, remplie de merveilles envoûtantes et de contradictions irritantes, vous inspirera tantôt l'un, tantôt l'autre, ce qui influencera la nature de la fin que vous obtiendrez. Donc ça peut changer la fin de l'aventure qu'on aura, a priori. C'était quelque chose qui était déjà présent dans le tome 1 sous une autre forme, c'était pas la mécanique de respect et rancune, mais c'était avec les richesses, il me semble. Dans le tome 1, selon le nombre de richesses qu'on avait récoltées, notre fin était différente. Et d'ailleurs, pas que selon ça, il me semble. En outre, ces points peuvent vous octroyer un bonus passif de statistiques selon la différence qui existe actuellement entre votre montant de respect et de rancune. Et donc là, on peut avoir de la chance max en plus, de l'endurance en plus, de la critique en plus, de l'habileté en plus, selon qu'on ait 2, 3 ou 4 respects de plus que de rancune, ou 2, 3 ou 4 rancunes de plus que de respect. Donc ça va être vraiment très circonstancié. Très circonstancié. Et vu qu'à l'heure actuelle, on est ex aequo sur le respect et la rancune, on n'a pas encore ces modificateurs de compétences. Voilà, voilà. Bon, ouais, j'ai pas trop aimé la manière dont il vient de se comporter, le Billy, j'avoue. Pas aimé. J'espère qu'on va plus faire des choses comme ça. Oh non, je viens de voir le chapitre qui arrive, enfin le paragraphe qui arrive. Faut que je me mette dans le délire, attendez. Quelle voix je leur avais fait déjà? Ok. 289. Au-delà du firmament, baigné par l'éclat des lunes, un costume de fumeau rapiécé traverse les cieux avec la grâce d'un canard étranglé. La poussière d'étoiles laisse une lueur divine dans son sillage et retombe gracieusement sur les sables du grand désert, accompagnée par le hurlement harmonieux du grand Fumtar, dieu de la justice, de l'administration et de la gravité. Qui, pour l'instant, n'est qu'un simple ornithorynque en pleine crise de panique. « Ah, des creux, c'est la merde !» adresse-t-il aux dunes de sa voix divine. « Effectivement, c'est préoccupant, » répond Moutra à travers le costume opaque en essayant d'observer la capitale de ses yeux divins. « Pas délire !» conclut Nate en s'ouvrant divinement une bière. Le pchit pressurisé fait taire Fumtar qui commence à se gratter la tête dans tous les sens. « Je savais que c'était un mauvais plan. Zarkan ne demande pas des trucs. Il me demande jamais des trucs. » « Reste calme, mon ami, » affirme la voix étouffée du dieu à tête d'aigle. « Nous devions juste confirmer si Véter était présent ou non dans la région. C'est chose faite. Un succès retentissant, je dirais. »« Tu veux dire que c'est fini? On peut rentrer maintenant ?»« Maintenant, que diriez-vous de couper l'herbe sous le pied du grand Zarkan ?» ajoute Moutra d'un air facétieux. « Explique le délire !» questionne Nate pendant que son ami à tête d'aigle saisit ses deux comparses par les épaules. « Supposons qu'on arrive à bouter Véter, l'ennemi juré de l'autre rabat-joie. Que pensez-vous qu'il arrivera ? Le peuple de Stia nous vénérera d'arrache-pied. Imaginez, une statue encore plus grosse que celle d'Edir, la gloire pour nous seuls. » Sa tirade est ponctuée par le slurp pensif d'une paille qui n'aspire que du vide. Après quelques instants, Nate élève la voix. « Je trouve ça overgrand, mais c'est pas cool pour les collègues. » « Évidemment, on partagera, » renchérit l'aigle solaire. « On aura juste un peu d'avance, voilà tout. »« Une sorte de délire d'initié. Trop cool, je suis partant. »« Moi aussi, » affirme le petit ornithorynque, provoquant la surprise des deux autres. « Les nains suivent les procédures. J'ai besoin qu'ils suivent les procédures. C'est les seuls qui me prennent au sérieux, » assène-t-il
en acceptant la bière que lui tend son ami à travers le costume avant de la descendre cul sec. Tu n'as pas d'autres fidèles? Si, mais ils passent leurs journées à me rajouter du travail. À quand remontent tes dernières vacances? S'inquiète Moutra. Quand remonte ta dernière éclipse? Renvoie sauvagement le petit mammifère à l'alcool mauvais. Tout ça, c'est un bon plan, je trouve, interrompt Nate avec un sourire. Mais si on n'a pas de plan, c'est mauvais plan, tu vois. Et souviens-toi qu'ici, on peut pas quitter le costume. Zarkan nous a envoyé surveiller le garçon et le crâne lorgnien. On n'a qu'à se servir d'eux. S'ils ont attiré des creux, c'est qu'ils sont sur la bonne piste. Tu sais bien qu'on peut pas intervenir s'il souffle pas dans la corne. On sait même pas où aller. Je croyais que tu savais où tout était placé et que tu gérais le moindre mouvement des choses. Tu crois que j'ai que ça à faire? De lire tous les papiers qui passent sur mon bureau? J'ai pas le temps. Bon, apaise le colosse de cuivre. Il ne nous reste qu'à nous armer de patience et à attendre le moment propice. Oh, j'ai apporté des chips! C'est comme une grosse soirée pige de lire! S'extasie Nate en forçant Funtar à en avaler une poignée. Le ciel continue sa ronde nocturne et inexorable en silence, perturbé seulement par le grignotage croustillant des trois dieux majeurs qui prennent garde à ne pas mettre des miettes dans leur costume céleste. Réveillez-vous en 300. Oh! Acte 3? Ah non, pas acte 3. J'ai cru. Donc du coup, c'est pas toujours sur la centaine, je croyais. Et oui, on est toujours vivant, Chamast, pas de problème. Du coup, un petit chapitre avec les dieux, qui sont tous plus exubérants les uns que les autres, entre celui qui kiffe trop son physique, celui qui est une sorte d'éternel ado cool, et Fumtar, l'ornithorake administratif qui, qui panique à tout va. Ils me font trop rire ces personnages, ils sont trop drôles. Ils sont trop drôles. Et encore une fois, c'est cool parce que du coup, euh, il y a une sorte de trame de fond qui se prépare comme ça où on sait que ces trois personnages divins vont intervenir dans les affaires humaines et dans les affaires de nos héros. Donc je suis très curieux de voir quelle tournure ça va prendre tout ça. Voici une petite illustration de Nate à gauche. Enfin, ouais, je sais pas si vous aurez gauche et droite de la même manière que moi. Bon, bref, Nate avec un look de surfeur avec les cheveux longs, etc. Moutra avec ses gros muscles et sa tête d'aigle. Je crois que c'est aigle. Hein. Et enfin Fumtar, dont la tête sort du costume, puisque je rappelle qu'il s'était costumé en Fumta. Donc ces créatures semi-dromadaires, semi-ornithorynques. Hop. Cet illu est trop drôle aussi. On dirait vraiment que c'est des dieux en colonie de vacances, quoi. Ouais, c'est très particulier, mais c'est très marrant. Un délire! Et puis en plus, il y a des jeux de mots trop cons, mais qui me font trop rire, quoi. Genre, Nate, l'espèce d'ado cool, là. Une sorte de délire d'initié! Je trouve ça trop drôle de changer le délire d'initié en délire d'initié. Enfin, ouais. Pour rendre ça cool. C'est trop débile. Alors, reprenons la suite. Ça arrive souvent quand on s'endort, du coup, qui est les dieux. Enfin, de toute façon, souvent les dieux font des transitions d'une partie à une autre. C'est pour ça que je pense que là, on est quand même sur la fin de l'acte 2, je crois. Parce que là, je pense que un peu comme... Bah attendez, je vais me spoiler, mais je pense qu'un peu comme dans comme dans le tome 1, pardon, on va avoir un acte multiple. Ouais, c'est ça. On va avoir un acte multiple qui va être soit la justice juste, soit la violence vraie. Donc l'acte 3 se sépare en deux actes et on va ne faire que l'un des deux actes. Dans le tome 1, je crois que c'était l'acte 2 qui était séparé en deux et on faisait que l'un des deux actes. Voici donc... Attendez, est-ce qu'il y aura une belle image pour dire que c'est le début de l'acte ou pas? Je vérifie avant, pour savoir si je lis ou pas ça.
Ah, il y a même pas d'illustration un peu classe pour dire ça? OK, je suis étonné. Attendez, je vais vérifier sur les 2. Ah ouais, non. Ah, il y a pas d'illustration de d'acte, je trouve ça étonnant. Bah, du coup, j'ai envie de laisser le 300 pour la prochaine fois. Hem, OK, je vous le lis maintenant et je vous le relirai la prochaine fois. Comme ça, on va pouvoir décider ensemble. Personnellement, je pense que je suis toujours plutôt chaud pour qu'on aille sur le tribunal. Mais maintenant, vous avez tous les éléments en main. Vous savez quels indices on a, je vais vous les relire avant la fin, du live. Parce que là, je vais arrêter le live pour aujourd'hui. Il a pas été très long, mais j'ai pas envie de commencer l'acte 3 et de m'arrêter à peine un tiers de l'acte 3, donc voilà. Donc je vais vous lire un peu le choix qu'on va devoir faire lors du prochain live et vous pourrez me le dire soit dans le chat, soit en commentaire sur YouTube et selon le choix populaire, on choisira. Personnellement, je pense que j'ai quand même une préférence pour le tribunal, mais au moins, comme ça, vous savez que c'est soit le tribunal et l'acte 3 sera le tribunal, soit c'est l'acte 3 et l'acte 3 sera le Scorpiodrome, et ça sera l'un ou l'autre. Ce qui laisse présager du coup qu'il y aura pas mal d'actions, que ce soit au tribunal ou au Scorpiodrome, parce que si ça forme un acte à eux tout seuls, c'est qu'il va quand même y avoir pas mal de blabla. Ce qui est cool, parce que moi je m'étais attendu à ce que ce soit plutôt un petit truc qui nous occupe 3-4 paragraphes. Mais là, a priori, ça serait plus conséquent que ça. Donc voilà notre choix. 300. Vous vous éveillez brusquement, persuadé que quelqu'un vous observe. Fort heureusement, seul le barbare occupe la pièce. L'impression ne vous quitte pas, mais vous êtes reconnaissant d'avoir pu profiter d'un réel instant de repos. La douce lumière de l'aurore annonce aussi que le jour du destin s'est levé. Tribunal ou Colisée? Cette nuit sans rêve vous apportez conseil, et voici venue l'heure du choix. Vous rassemblez vos affaires et rejoignez les gardes-nains qui vous attendent à l'extérieur. Si vous désirez qu'ils vous conduisent au tribunal, suivez-les en 310. Si vous préférez laver votre honneur au Colisée, demandez à être guidé au Scorpiodrome en 340. Voilou. Ça sera le choix avec lequel on sera laissé. Et comme je le disais, n'hésitez pas, que ce soit en rediffusion sur YouTube, en commentaire ou en live ici dans le chat, à me dire ce que vous préfériez voir lors des prochains lives, enfin lors du prochain live qui devrait avoir lieu la semaine prochaine. Je vous rappelle que pour l'heure, pour peut-être vous aider dans cette décision, du côté du tribunal, on a la loi 188 qui dit aux invités et autres étrangers est pardonner leur présence en des lieux inattendus, ce qui pourrait vachement nous aider pour nous défendre sur le meurtre. On a la loi 234 qui dit par le sang de ceux refusant de se présenter, les affronts seront lavés. Ok, donc ça c'est le fait de la bienséance, de dire son prénom, etc. Donc ça on a bien compris comment ça fonctionnait. Ensuite on a la loi 269 qui nous dit « Seule une embaumeuse ou une prêtresse avec le don du miroir a le droit de drainer le sang d'un nain mort. » Et d'après le dialogue qu'on a eu tout à l'heure avec la masseuse, ça viendrait nous défendre en disant bah nous on n'est pas capable d'avoir perpétré les blessures occasionnées à la victime, donc ça serait pas nous. Donc ça c'est du côté de la de la justice, du côté du tribunal, et du côté de la course, j'imagine, au Scorpiodrome dans le Colisée. On a récupéré un aileron aérodynamique, donc là c'est vraiment une pièce mécanique pour notre char, j'imagine. Et ensuite on a récupéré des techniques. On sait que pour effectuer un virage serré, il faut qu'on fouette 3 fois dans la direction souhaitée. Et on sait que pour placer placer un module juste derrière celui de l'adversaire, alors j'ai pas écrit ce que ça faisait, mais je crois que c'était un truc du style pour prendre de la vitesse. Je crois que c'était ça, c'était pour faire de l'aspiration, un peu comme dans les courses de voitures IRL. Je crois que c'était ça. Donc voilà, comme ça vous savez, vous avez toutes les cartes en main pour choisir le futur de notre aventure. Le tribunal, la course au Colisée,
Je crois que ce sera une course, hein. À vous de voir. En plus, je ne sais pas si je pourrais être là, je serais peut-être sur la route. Ah bah, dommage, dommage. On pensera à toi, Chavast, on pensera à toi. En tout cas, je garderai en tête que tu préférais le tribunal. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Surtout que, bah, Chamast, Lucie, il y a aussi, Charline, Geraxus. En général, vous êtes les personnes qui êtes, les plus présentes, sur ces lives. Donc, je vais carrément me servir en priorité de vos avis. Tribunal pour Lucie, ça a l'air cool d'utiliser les lois. Ouais, franchement, je me dis qu'il y a moyen que ça soit drôle dans la manière de l'utiliser. C'est peut-être parce que j'ai kiffé les Phoenix Wright, mais Tribunal. J'ai jamais joué au Phoenix Wright et je me dis que ça serait un truc vachement drôle à faire. Ok, bon bah je vois que vous êtes tous Tribunal plutôt. Moi je pense vraiment que les deux pourraient grave me plaire. Je vous avoue que en fait la course de char me fait trop délirer parce que j'ai l'impression qu'elle ressemble à un jeu de rôle que j'avais fait à une époque. Il y avait donc j'avais un jeu de rôle qui s'appelait l'Unirêve et au sein de l'Unirêve il y avait plusieurs campagnes et il y avait un scénario qui était le Super Space Run. Et le Super Space Run, c'était une course de char, enfin une course de vaisseaux spatiaux vraiment à la Star Wars dans l'épisode 1. Sauf que du coup, tout le préambule du scénario, toutes les premières parties, c'était essayer de se constituer un vaisseau sympathique, essayer d'apprendre des choses sur les équipages des autres vaisseaux, essayer d'apprendre des manières de piloter son vaisseau de manière un peu classe, un peu optimisée. Et du coup, voilà, il y avait de la recherche de matériel, de la recherche d'informations, il y avait plein de trucs comme ça, pour ensuite pouvoir faire la course de vaisseau dans des conditions un peu fun, un peu drôles, et que, un peu comme les courses de... comment ça s'appelle ce dessin animé, vous savez? Avec Satanas et je sais plus quoi, là. Ah, je sais plus, je vais essayer de retrouver le nom. Dessin animé... Satanas... Satanas et Diabolo. Les fous du volant. Voilà. Pour que, un peu comme dans Satanas et Diabolo, en fait, la course soit le prétexte à plein d'autres interactions. Que la course soit un peu en fond, mais qu'en fait, ce qui est drôle, c'est tout ce qui se passe pendant la course, quoi. Et je m'étais tellement marré à masteriser ça en jeu de rôle dans le Super Space Run. Mais bon, j'en dis pas plus. D'ailleurs, est-ce que je parle de ça? Je sais pas si je devrais parler de ça. Parce que je commence à en avoir marre de parler de choses et après de pas vous en donner des nouvelles. Donc du coup, il faudrait peut-être que j'apprenne à fermer un peu plus ma bouche et à vous parler des choses uniquement quand elles sont faites. Euh, En tout cas, en ce moment, je remasterise du jeu de rôle depuis quelques mois. Ça me fait grave plaisir, ça me fait grave du bien. Et en ce moment, je me questionne pas mal et je pense que je trouve des moyens, petit à petit, qui pourraient m'intéresser, de vous partager des scénarios, des systèmes de règles et quelque part de vous donner les outils pour que vous puissiez vous-même masteriser le jeu de rôle que je masterise. Donc en gros, c'est vrai qu'en ce moment, c'est une réflexion que j'ai. Et c'est un truc qui pourrait peut-être me botter et que je vais peut-être mettre en place à un moment. Vous donner les ressources nécessaires que j'utilise pour masteriser mes parties. Donc en gros, mes scénarios, mon système de jeu. Mais la mettre en forme, la mettre en scène, entre guillemets, d'une manière que... comment dire? D'une manière qui fait que je peux facilement vous la partager et vous pouvez facilement vous en imprégner et la faire vôtre, entre guillemets, quoi. Donc ouais, je réfléchis vachement à une façon comme ça de vous partager mes scénars, tout ça. Bref. Peut-être que j'en dis trop et que ça sera un projet qui se fera jamais ou qui se fera dans 1 an, mais sachez que j'y réfléchis. Donc si je vois qu'il y a de l'engouement là-dessus aussi, ça peut peut-être me... ça peut peut-être aussi me motiver à m'y mettre plus ardemment. Mais bon, déjà, j'ai toujours pas sorti le livre que j'ai écrit l'an passé et que je vous avais dit qu'il sortirait avant la fin de l'année.
et je suis désolé de vous avoir parlé de tout ça et de ne pas l'avoir sorti avant la fin de l'année. Il se trouve que 2023 a été la pire année de ma vie. Yeah! Donc ça a été plus difficile que prévu de travailler sur mon livre et j'espère bientôt retrouver l'énergie, soit de me remettre sur mon livre. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, voilà, je vais être tout à fait transparent. J'hésite carrément à ne pas publier ce livre et à me dire, «Vas-y, passe à autre chose». Hem, mais en même temps, ça m'embêterait parce qu'il y a des choses que j'ai beaucoup appréciées dans ce livre aussi. Mais à la fois, c'est lié à des souvenirs un peu douloureux, donc bon, c'est un peu éprouvant de travailler dessus. Bref, je sais pas ce dont je serais capable ou non. Hem, mais en ce moment, je me pose la question. En ce moment, je suis pas mal dans ce truc de: «OK, soit je m'y remets et là, je mets les bouchées doubles et je finis, vite» entre guillemets, soit, définitivement, je décide que je vais pas publier ce livre et je passe sur un projet, sur un nouveau projet sur lequel je mets toute mon énergie. J'y réfléchis. Je vous tiendrai au courant quand la décision sera prise, mais ouais. De toute façon, s'il y a des choses qui se font, s'il y a des choses qui sortent, vous serez bien entendu au courant. Merci de m'avoir suivi, Chamast, Lucie, Geraxus. Merci de m'avoir suivi en rediffusion. N'hésitez pas encore une fois à vous manifester, que ce soit par un like, un dislike, un commentaire, en vous abonnant à la chaîne, en rejoignant tous les réseaux. N'hésitez pas à donner votre choix si vous voulez qu'on poursuive l'acte 3 par le tribunal ou le Scorpiodrome. La suite de l'aventure du Pierrot Barbare et de Billy dans la corde des sables d'ivoire, ça sera certainement dimanche prochain. Donc dimanche combien? Dimanche 3. Dimanche 3 mars. Punaise, on va arriver en mars. Le temps file. Dimanche 3 mars, pour la suite, certainement. Mais bon, je vous retiens au courant de toute manière. Bon goûter, exactement. C'est exactement ce que je vais faire, vous me connaissez bien. Bon goûter à tous. Et en fait, j'ai juste envie de faire un tout petit dernier truc. Je fais une fake outro. Et après, je fais autre chose très, très rapidement. Comme ça, j'encombre pas. Ah, quoique, ça serait cool que je puisse le monitorer en rediff. Mais après, il y a la rediff sur Twitch, donc je pourrais toujours le monitorer de toute façon. Ouais, ok. Je fais une fake outro pour la vidéo YouTube. Et je reste en live encore pendant quelques minutes pour juste tester un tout petit truc. Merci à tous. Bonne fin de samedi-dimanche. Bonnes vacances à tous et à toutes, parce que je sais aussi que certaines personnes entrent en vacances depuis ce week-end, il me semble. Donc voilà, bonnes vacances. À la prochaine, à la semaine prochaine, ou à ce soir sur Discord d'ailleurs pour ceux qui viennent en veiller. Et voilà, à la semaine prochaine pour la suite des lectures en cours, que ce soit Jules Verne, que ce soit Bob Lennon. Bye bye. Tchou.